Nous voilà donc dans le vif du sujet, ce corrigé type que nous allons élaborer ensemble. Et pour l'occasion, nous allons commencer par cerner au mieux le sujet qui nous a été imparti, ou plutôt que nous avons choisi de nous impartir, en mettant à profit les connaissances de Jean-Baptiste Perrier, pour nous offrir quelques éléments de contexte, des éléments de contexte qui vont emprunter à cette rhétorique chère au président. Parce qu'à défaut d'avoir préparé la guerre, en fournissant aux soignants des moyens adéquats, en disposant de masques, de lits, de matériel. Bref, à défaut d'avoir anticipé une telle situation, certes inédite, il est un fait que nos soignants sont en guerre contre ce virus et le retour de la paix n'est malheureusement pas pour demain, Jean-Baptiste. Et oui, Marc, c'est cette question que je nous pose. Sommes-nous toujours en guerre? C'est la question que je me pose ce soir et à laquelle j'ai réfléchi à partir de la rhétorique du discours présidentiel. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas linguiste, je ne suis pas spécialiste de rhétorique, ce n'est même pas une analyse juridique. Il s'agit simplement d'un regard citoyen de celui qui rentre de la cueillette. Et comme vous toutes et tous, j'avais compris que nous étions en guerre. Notre président l'avait martelé lors de son premier discours. Nous sommes en guerre. Cette anaphore, répétée à 7 reprises, le 16 mars 2020, avait retenu l'attention, mais elle ne se retrouve pourtant pas dans le discours d'hier, d'où cette question, sommes-nous toujours en guerre? Pour rappel, le 16 mars, le président de la République disait « Nous sommes en guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable et qui progresse, et cela requiert notre mobilisation générale. » Fin de citation. Bref, le Covid-19 est un ennemi invisible contre lequel il faut se battre. Depuis, chaque jour, les nouvelles du front dressent le bilan. Le bilan est là, celui des pertes humaines. En revanche, hier, le 13 avril donc, l'expression disparaît du discours, et un discours qui est nettement plus positif, puisqu'on nous explique que l'espoir renaît. La métaphore militaire ne disparaît pas totalement. On retrouve encore ces premières, deuxième et troisième lignes qui sont au front. Mais on note tout de même une évolution du discours. Le premier discours, lui, le 16 mars, faisait allusion claire à la guerre, au combat contre le virus, bref, un discours de guerre, un discours de chef d'État, de chef de la nation, pour appeler à l'union face à l'ennemi commun. Ce second discours, celui du 13 avril, est en revanche moins belliqueux. Il s'agit plus de parler d'espoir et de lendemain plus heureux. Face à cette évolution du discours, que penser alors de cette rhétorique guerrière? Alors, il s'agissait bien sûr, comme toute rhétorique, de nous persuader, et en l'occurrence de nous persuader que nous sommes en guerre. Les différentes formules de style ont été utilisées pour servir cette rhétorique, anaphore, métaphore et même hyperbole. Et on note également la mise en scène de l'attitude de l'orateur, l'éthos. Le président n'a pas organisé une conférence de presse. Ce sont les généraux Philippe et Véran qui répondent aux questions. Le président a fait une déclaration solennelle, une déclaration de guerre, une déclaration par le chef des armées qui s'engageront à sa suite dans la bataille. Mais au-delà de la mise en scène, à quoi servait ce discours guerrier? À convaincre, bien sûr, et à convaincre d'abord que les mesures mises en œuvre sont indispensables, nécessaires à l'effort de guerre et à cette victoire finale sur l'ennemi. Le président indiquait d'ailleurs le 16 mars que jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires en temps de paix. Si l'on traduit, c'est bien parce que nous étions en guerre que ces mesures étaient nécessaires. Et donc, quiconque conteste les mesures ou ne les respecte pas est en quelque sorte un traître qui risque de nous conduire à la défaite, et on ne s'étonne pas de voir que certains dénoncent leurs voisins. Plus encore, si on regarde en arrière, on remarque que ce n'est pas la première fois qu'un tel argument est utilisé pour susciter l'adhésion à des mesures restrictives de nos libertés. Peu avant le coronavirus, nous avions déjà connu la guerre, cette récente guerre contre le terrorisme, menée surtout depuis 2015. Et j'en parle pourquoi? Parce qu'après les attentats de Paris, les mots « nous sommes en guerre » avaient tout de suite été utilisés par Nicolas Sarkozy, alors ancien président de la République, mais aussi par François Hollande, alors président, et devant le Congrès, le discours de ce dernier commençait ainsi: « La France est en guerre ». Bref, nous étions en guerre contre un ennemi incarné par les combattants de l'État islamique. Et à l'époque, cela avait justifié la mise en place de l'état d'urgence.
Aujourd'hui, nous serions à nouveau en guerre contre un ennemi désincarné, un virus, et cela justifie encore la mise en place de l'état d'urgence, mais un état d'urgence sanitaire. Alors, il ne s'agit pas d'apprécier l'opportunité des mesures, mais d'observer cette correspondance remarquable entre le discours, un discours guerrier, et les mesures mises en œuvre, des mesures d'urgence. Cela étant, cette fois, la rhétorique guerrière trouve peut-être sa limite face à la nature des mesures mises en œuvre, et en particulier face au confinement. C'est peut-être d'ailleurs la raison de cette évolution du discours entre le 16 mars et le 13 avril. Si le discours guerrier peut permettre d'haranguer les foules, de les amener à sa suite, il perd sa puissance lorsqu'il s'agit de demander à celles et ceux qui composent l'armée populaire de rester chez eux. Il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité du confinement, mais simplement d'observer qu'on mobilisait alors le lexique militaire, synonyme d'action, pour appeler en revanche à l'inaction. La mobilisation des troupes se fait dans leur immobilisation. Et c'est là que c'est remarquable, cette inaction fait que, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas le sentiment de faire la guerre. Nous attendons juste que le temps du confinement s'écoule avant de reprendre le cours normal de nos vies. Je ne sais pas si nous sommes en guerre. En revanche, je sais que je ne fais pas la guerre. Pour celles et ceux qui ne sont pas touchés, celles et ceux qui n'ont pas perdu de proches, cette situation n'a rien d'une lutte. Il s'agit d'une crise, bien évidemment, mais il ne s'agit pas d'un combat guerrier. Nous, la troisième ligne, nous ne sommes pas des soldats. Et il est pour moi heureux que le président de la République n'utilise plus cette métaphore. On sait d'ailleurs que le président allemand a réfuté cette rhétorique guerrière, puisque, selon lui, il n'y a pas de soldats contre d'autres soldats. Le président Steinmeier voit dans cette période si particulière un test de notre humanité. Prüfung unserer Menschlichkeit. Et ce n'est pas l'humanité avec un grand H qui serait mise à l'épreuve collectivement, c'est notre sentiment d'humanité, celui qui doit nous animer individuellement pour montrer ce qu'il y a de meilleur en nous, das Beste in uns. Voilà donc une toute autre rhétorique que celle de la guerre. Non pas combattre un ennemi, mais exprimer notre humanité. Non pas vaincre ou détruire, mais sauver et aider. Non pas une union guerrière, mais une cohésion solidaire. Et une cohésion qui doit nous inviter à peut-être relativiser, à dépasser certaines de nos envies égoïstes de jardinage, de voyage, une passion soudaine pour la course à pied, un besoin sans doute répressible de grands espaces ou de plages. Cette solidarité est nécessaire, mais elle ne repose pas sur l'état de guerre. Et plus encore, elle ne doit surtout pas s'arrêter à la guerre. Et c'est là d'ailleurs l'erreur du discours guerrier, car cette solidarité doit et devra survivre à cette prétendue guerre lorsque, après, nous devrons continuer à aider celles et ceux qui sont dans le besoin, continuer à soutenir des commerces fragilisés, continuer à donner par l'impôt, par un autre moyen, ce qui doit permettre au service public de fonctionner, et en particulier l'hôpital. À bien y regarder, si nous sommes en guerre, et s'il y a des soldats, ils sont à l'hôpital, cette première ligne. Personne n'ignore le travail colossal que fait la seconde ligne, tous les autres services publics et plus encore les personnels de caisse, de livraison, etc. Mais les plus exposés sont bel et bien les personnels hospitaliers, soignants, agents d'accueil, d'entretien, toutes et tous. Le président de la République l'a dit le 16 mars. Nos soignants se battent pour sauver des vies et je crois qu'au regard des conditions actuelles, il s'agit bien cette fois d'un combat. Le président poursuivait en indiquant de façon un peu paternaliste que la nation soutiendra ses enfants qui, personnel soignant en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne. Ils ont des droits sur nous. La nation les soutient et nous exprimons ce soutien chaque soir par des applaudissements. Mais ces derniers mots, à propos des soignants, notre président les répète quelques temps plus tard lors d'un déplacement à Mulhouse. Ils ont des droits sur nous. C'est ce que Clémenceau disait à propos des soldats de la Première Guerre mondiale. Mais quel est ce nous sur qui les soignants ont des droits? Nous tous, ou nous pour celui qui parle, c'est-à-dire nos dirigeants? Et puis, de quel droit parle-t-on? Ça, c'est la question. Et incontestablement, ils ont au moins le droit de pouvoir exercer leur mission avec les moyens nécessaires. Et lorsque l'on voit l'équipement de ces soldats, des masques de plongée modifiés,
des sacs poubelles en guise de protection, on voit bien que cette armée n'était pas prête. Ce que le président a d'ailleurs encore reconnu hier, modestement. Et c'est sans doute face à ce triste constat que la rhétorique guerrière prend son sens, mais un sens plus ironique. Si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est cette phrase que je t'ai communiquée, Marc, à défaut d'avoir préparé la guerre, en fournissant aux soignants des moyens adéquats, en disposant de masques, de lits, de matériel, bref, à défaut d'avoir anticipé une telle situation, certes inédite, nos soignants sont en guerre contre ce virus et le retour de la paix n'est malheureusement pas pour demain.